Bonjour, vous êtes bien chez Benacaps. Benacaps est là pour vous. Bonjour, bienvenue dans votre émission Benacaps. Et Benacaps reçoit pour vous Monsieur l'abbé Pini Nsai Sai. Voilà, qui a écrit cet ouvrage qui est Croisade de l'Europe christianisée contre l'Afrique ancestrale. D'abord, j'aimerais, si vous-même devez vous présenter, que diriez-vous de vous? C'est une question un peu difficile de se présenter soi-même, mais c'est vrai, je vais essayer. Ah oui. Et je suis frère Pini Sassai, journaliste. J'ai été ordonné prêtre en 1984 à Bandoukouville. J'ai travaillé comme prêtre dans différents endroits, notamment à Kikwit, où j'ai dirigé la radio diocésaine de Kikwit, Radio Tomissa, pendant 5 années, de 1996 à 2001. Et depuis lors, j'ai exercé le ministère pastoral dans le diocèse de Namur pendant plusieurs années. Et depuis 2013, j'ai été mis à la porte suite à la publication de mon premier ouvrage. Et depuis lors, voilà, je suis au chômage, comme on dit ici en Belgique, mais je continue d'écrire. Et voilà, et de donner des conférences un peu partout. D'accord. Là, je sens qu'il y a une détermination. Vous ne voulez pas arrêter à écrire, de nous faire part de votre connaissance. Je voulais savoir quel a été l'élément déclencheur pour pouvoir écrire ce livre. Bon, disons, même pour le premier livre, en fait, l'élément déclencheur, c'est toujours... D'abord, moi, j'aime écrire, j'ai toujours voulu écrire, et puis je suis toujours sensible à la situation que vivent nos concitoyens, nos amis, aussi bien chez nous quand j'étais au Congo que depuis je suis ici. Et donc, en fait, c'est la situation que vivent nos populations congolaises et africaine qui m'a amené à m'interroger pour savoir d'où ça vient cela, comment expliquer ça. Parce que pour qui il n'y a pas d'explication, alors moi comme ça j'ai essayé de chercher pour trouver l'explication à cette souffrance qui perdure depuis presque des siècles. J'aimerais pas vous poser la question qu'est-ce que vous dites dans votre ouvrage, sinon vous allez tout dire. Mais je y ai fêté quand même l'ouvrage et j'ai pris quelques points qui m'ont tellement touché que je me suis dit que je devrais quand même poser questions sur des textes que j'ai eu dans le livre. Comme par exemple, vous êtes en train de dire qu'à l'époque, ici en Europe, il y avait de parcs animaliers de zones noires. Ça m'a quand même touché. Je me suis dit, ben, c'est quoi cette histoire? Parce qu'à l'école, on n'a jamais appris ça. Et savoir qu'il y a eu des parcs avec les noirs, c'est quand même un petit souci. Ce serait possible de nous expliquer pour qu'on sache aussi c'était en quelle année que ça a eu lieu. C'est vrai que ça, c'est une des pages les plus sombres de notre histoire humaine. Souvent, on parle de la traite, de l'esclavage qui s'est passé en Afrique et également en Amérique. Mais on n'aime pas nous dire ce qui s'est passé ici en Europe même avec les Africains. Donc ce qui s'est passé là-bas, ça s'est aussi passé ici et en pire. Parce qu'ici, les Africains tous, je veux dire que tout ce qui était africain a été considéré comme étant de l'ordre de l'animalité, donc des animaux. À partir au début du 19e siècle jusqu'à vers le milieu du 20e siècle, il y a eu des exhibitions flagrantes et fréquentes de Noirs, comme qu'on a présenté dans des zoos humains, comme on dit, qui ont été exposés au regard des autres, des Européens qui venaient, qui payaient
pour venir voir ces Noirs comme on va payer aux autres pour voir des Autriches, ou bien pour voir des Okapis. Donc c'était la même chose. Donc ici on venait pour voir ces gens qui étaient supposés être non humains, supposés être des animaux comme les autres. Donc, enfin, disons que le chef-lieu de cette horreur, ça a été à Paris, hein, à Paris au Champ de Mars, là, la Tour Eiffel. Je vois que la Tour Eiffel doit sa renommée à ses eaux humains, parce qu'il y avait là, quand la Tour Eiffel a été construite en 1889, enfin dans cette année-là, parce qu'on fêtait les 100 ans de la Révolution française. Et c'est à cette occasion que les Africains ont été exhibés, la grande partie des Africains, mais aussi des Asiatiques, mais surtout les Africains qui ont été exhibés là-bas comme étant des animaux sortant de la forêt. Donc il y avait les Africains et les Asiatiques aussi. Il y avait des Asiatiques aussi, parce que à ce moment-là, l'Asie était aussi sous la domination européenne, c'était des colonies aussi. Donc ils voulaient exposer les produits de leur colonie, venir nous montrer aux autres Européens qui n'allaient pas là-bas. En fait, ce qui était derrière, c'était l'idée, c'était surtout de faire adhérer à la masse européenne l'idée selon laquelle l'Europe était dans son droit d'aller coloniser les autres, parce que les autres n'étaient pas des hommes, n'étaient pas des humains comme eux, et que c'était plutôt des animaux, et que l'Europe, qui était la terre des hommes, de véritables hommes, avait le devoir, même l'obligation d'aller coloniser les autres, de les rendre, en faire des esclaves, en fait. Donc c'était ça qui était derrière toute cette propagande, parce que c'était vraiment une affaire de propagande qui a amené cette hécatombe, ces eaux humains, cette horreur qui a envahi toute l'Europe. L'Europe entière était infestée par cette horreur, hein. Pas seulement la France, mais également l'Angleterre, également l'Allemagne, la Belgique, la Hollande surtout, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, enfin la Suisse, tous les pays, le Danemark, le Norvège, tous ces pays-là avaient connu des eaux humains en grand nombre. Donc ça a duré un siècle et demi. Et c'était au XVIIIe siècle, c'est ça? Ça a commencé au XIXe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle, donc le siècle dernier. Oh mon Dieu, ça ne date pas de longtemps ça. À l'école, souvent on nous a parlé, souvent dans l'histoire, on entend souvent parler de Victor Hugo. C'est lui qui a fait d'un noir un homme. Que pourriez-vous dire de ça? Ben, Victor Hugo, il a dit ça, oui, que c'est l'Europe qui a fait de l'Afrique, qui a fait que l'Afrique puisse exister. C'est grâce aux Européens que les Africains sont là. On dit ça, les Européens, les Africains n'ont pas d'existence. L'Afrique est presque comme une boule de glace sans l'Europe. Donc ça, c'est ce que Victor Hugo. On le présente comme étant un humaniste qui a fait beaucoup de bien, mais il a aussi dit cela. C'est lui qui a dit que l'Afrique n'a pas d'histoire. Donc la fameuse phrase qu'avait prise le président français Nicolas Sarkozy dans sa vie début. Donc, mais il n'est pas le seul, hein. Ce sont ces gens qu'on appelle des humanistes, des philosophes de la lumière, qui ont parlé de la notion qu'on appelle la mission civilisatrice. Donc l'Europe avait le pouvoir d'aller civiliser les Africains qui étaient supposés être des animaux, sans aucune civilisation, sans histoire, et qui n'ont jamais rien apporté à quoi que ce soit, qui n'ont rien inventé. Ce sont des animaux que l'Europe devait aller civiliser. Donc la notion de la mission civilisatrice, mais ça vient de ces philosophes de la lumière, dont Victor Hugo, dont Montesquieu, dont Voltaire, qui parlait des Français, il y a aussi Kant, qui parlait des Allemands, et bien d'autres en Angleterre. Donc il y avait 3 écoles, il y avait une école en Angleterre, une école en France et une école en Allemagne, mais l'école qui a le plus, si je fais le plus connaître, c'est l'école
l'école française avec ce personnage dont je viens de parler, je viens de citer ici. J'ai suivi une émission à la télé parlant de l'histoire de l'homme noir. Il paraît qu'avant, l'homme noir vivait bien. L'homme noir était déjà bien avancé. Ils avaient leurs propres croyances. Et quand le blanc soit arrivé, ils ont voulu s'impliquer pour changer un peu cette façon de vivre de l'homme noir. Est-ce que, comment je vais dire ça, est-ce que l'homme noir déjà à l'époque, il était déjà, je peux dire, intégré dans l'humanité, ou bien il avait vraiment besoin de l'homme blanc pour qu'il puisse s'intégrer dans le monde, quoi? En fait, c'est le contraire qui s'est fait. D'accord. C'est le contraire qui s'est fait. Ce sont des Européens, notamment les Grecs et les Romains après, qui sont venus apprendre en Afrique, chez nos ancêtres. D'accord. Donc c'est eux qui sont venus apprendre chez nous. Voilà. Donc des gens comme Aristote, comme Platon, comme Pythagore, qu'on connaît dans l'histoire, mais ils sont venus apprendre en Afrique. Donc le fait qu'ils viennent apprendre en Afrique, donc déjà les Africains étaient déjà bien avancés. Mais ça veut dire ça. Donc il faut savoir que la science a commencé en Afrique. Le premier signe mathématique, qui date de moins de 2000 ans, qui se trouve ici à Bruxelles, vient du Congo, de notre Congo. Donc la mathématique a commencé là-bas. Aujourd'hui on parle de téléphones portables, d'écrans tactiles, donc le code barre qui permet tout cela. Mais ça date de longtemps. Les gens croient que le téléphone portable, c'est tombé comme ça. Non, c'est toute une histoire. Et ça a commencé chez nous. Il y a 22 000 ans. Dans le code barre, ce sont nos ancêtres qui ont commencé à faire des opérations mathématiques, de calcul mathématique complexes. Ça a commencé chez nous. La géographie, ça a commencé chez nous. C'est chez nous qu'on a commencé à fabriquer, disons, à mettre au point, on appelait des nilomètres, donc des instruments pour calculer le niveau d'eau, du Nil. Hein, c'est chez nous. Donc ces études-là ont commencé chez nous. Donc nos ancêtres, c'est chez nous qu'a commencé, que l'homme, disons que la parole humaine est sortie. Donc les premiers hommes à avoir parlé, à avoir inventé le langage, c'est chez nous. L'écriture, la première écriture, c'est chez nous. Donc c'est la première écriture connue, c'est chez nous. Les premiers ouvrages qui sont sortis, c'est chez nous. Donc nos ancêtres ne pouvaient pas attendre, parce que ce sont eux qui sont sortis les premiers. Nous sommes en ligne directe. Nous qui sommes là, nous sommes en ligne directe de nos ancêtres, dont les premiers hommes qui sont sortis sur la terre. Nous sommes en ligne directe. Donc il n'y a pas eu d'interruption, pas du tout. Nous sommes en ligne directe. Donc ce sont eux, ils étaient les premiers. Comment voulez-vous plus attendre pour vivre? Quand on est là, on doit vivre. Et on vit dans l'environnement, comme ça, cet environnement qui est la nature, ils ont transformé. Les premiers qui ont inventé ce qu'on appelle la forge, ce sont nos ancêtres. Donc, les premiers instruments, les premiers outils qui ont permis à l'homme de domestiquer la nature, ce sont nos ancêtres qui l'ont inventé. À part nos ancêtres, il n'y a rien eu avant. Voilà, donc ceux qui disent que nos ancêtres ont attendu que les Européens viennent là prendre l'humanité, mais se trompent, c'est le contraire qui s'est fait. Donc nos ancêtres qui ont appris aux autres, aux Européens entre autres, c'est que l'humanité, comment on doit être, comment on doit vivre humainement, qu'il leur a appris, qu'il leur a apporté des connaissances qu'il manquait. On dit, comme l'avait dit Sarkozy, il y a dire que l'Afrique n'a pas d'histoire. Et là, c'est quand même étonnant de savoir que dans l'Afrique a quand même une histoire. Pourquoi ne pas faire des ateliers, plus de conférences pour un peu interpeller, surtout la jeunesse? Parce que ce qu'on apprend à l'école, c'est un système qui a été établi.
pour que nous puissions apprendre cela. Mais normalement, l'homme noir africain a une histoire. Pourquoi cette histoire n'est pas dite? Pourquoi vous ne faites pas des ateliers ou de réunions pour la jeunesse, pour qu'ils puissent connaître leur histoire? Parce que ce que nous apprenons à l'école, c'est pour le blanc, on peut le dire comme ça. Mais nous, notre histoire est complètement cachée ou enfouie et on ne veut pas en parler. Pourquoi est-ce qu'on ne le dit pas souvent? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Mais je pense que nous faisons des efforts, nous faisons ces efforts-là d'écrire des ouvrages, de donner des conférences, comme vous dites, peut-être effectivement de mettre au point des ateliers pour les jeunes. Enfin, de temps en temps, on m'appelle dans les écoles pour aller animer des ateliers avec des enfants, avec des jeunes gens, des élèves, mais et ils ont soif d'apprendre, effectivement, y compris des élèves européens qui ont soif d'apprendre l'histoire africaine. L'histoire africaine intéresse les Africains, elle intéresse également les Européens. Même les Européens adultes aiment aussi apprendre l'histoire africaine. Comme ça que moi beaucoup m'interpellent, beaucoup veulent. Vous avez vu qu'il y en a qui sont venus même à la conférence. Donc, ma conférence, c'est tout le monde qui veut apprendre, mais c'est vrai qu'on devrait faire plus. On essaie de faire le maximum. Moi, j'interpelle aussi les amis. S'il y en a qui veulent bien que je puisse venir, ou d'autres qui puissent venir pour parler de l'histoire africaine, parce que je ne suis pas les seuls. Il y en a beaucoup qui parlent de cette histoire africaine, de notre histoire. Il ne faut pas hésiter, il faudrait venir. Il y a des conférences qui sont souvent organisées. Moi, je suis dans un collectif de plusieurs associations qui organisent souvent des conférences. Ça s'appelle Collectif Mémoire Coloniale, qui organise souvent des conférences. Mais s'il y a des conférences, venez. Nous organisons des cycles de parcours pour voir la présence coloniale, comment est-ce que la présence coloniale est ici, présente ici à Bruxelles, notamment autour du Palais Royal, ou bien dans l'espace de Matongé, autour de Matongé, ou encore vers Aïtébek, pour voir tout ce qui est lié au passage, tout ce qui est lié à la colonisation et qui est ici, qui a ses empreintes ici à Bruxelles. Nous faisons de faire de notre mieux, mais s'il y a des gens qui veulent, qui ont des questions ou qui veulent qu'on puisse rencontrer, moi j'avais lancé un appel à mes frères de la diaspora, notamment les pasteurs, qui veulent bien qu'on puisse se parler, mais je voudrais bien ceux qui veulent qui viennent. S'il y a des mamans, comme vous avez le groupe de mamans, vous voulez qu'elles puissent venir avec des enfants, moi je viendrai pour qu'on puisse s'échanger. Nous faisons, en fait, je veux dire, nous faisons de notre mieux avec les deux mains que nous avons, d'essayer de faire ce que nous pouvons, mais je crois avec d'autres ensemble, c'est vrai que nos enfants doivent connaître leur histoire, parce qu'on ne peut pas vivre sans connaître son histoire. Chez nos ancêtres, c'était primordial. Donc de connaître l'histoire de son clan, l'histoire de son village, c'était primordial. Donc les enfants devaient apprendre cela. Cela est important. Nos ancêtres l'ont toujours fait, c'est nous qui ne le faisons plus. Donc maintenant, il est temps de nous ressaisir pour pouvoir apprendre notre histoire à nos enfants, parce que ce sont les enfants qui vont perpétuer ce qui sont l'avenir de demain. Donc si on ne leur apprend pas notre histoire, ben, ça ne sera pas appris par personne. Tout ça. Voilà, vous êtes bien dans votre émission Benacaps. On est en train de parler de cet ouvrage qui est tellement bien écrit. Il faut vraiment vous en procurer, parce que je l'ai aussi acheté. Il y a eu même mon fils de 13 ans tellement intéressé, parce qu'on a été assisté aux dédicaces du livre. Il a été touché, il m'a dit « Maman, je dois avoir ce livre ». Et en plus, c'est un anglophone. Il a dit « Au moins, ce sera son premier livre en français qu'il va lire ». Voilà. Il a tellement aimé le livre. Et aussi, les églises pourraient aussi organiser et inviter l'abbé Pini Pini pour parler de l'histoire de l'homme noir, pour qu'on sache où on vient et qui on est. Et dans l'ouvrage, en feuilletant, il y a un passage que j'ai beaucoup aimé, que à l'époque, il y avait beaucoup de considération pour la femme. Et la femme, souvent les dieux étaient représentés par une femme. Et on voit déjà qu'en Afrique, avant de faire quelque chose, ils avaient besoin de l'accord de la femme. Maintenant, quand les Blancs sont arrivés, j'ai l'impression qu'ils ont changé cette façon de penser, parce que vous dites que quand les Romains ils sont arrivés, ils ont changé leur façon de vivre qu'avaient les Africains et tout. Est-ce que cette mentalité que nous avons aujourd'hui
dans notre culture en Afrique de dire que c'est l'homme le chef de la famille, de ne plus vraiment considérer la femme. C'est venu chez les Blancs que maintenant l'homme noir, comment je peux dire, c'est maintenant irréversible chez l'homme noir pour qu'il puisse considérer la femme comme il le faisait à l'époque. C'est ce que nous essayons de faire, en fait, c'est ce que nous essayons de sensibiliser pour que nous puissions revenir à notre culture ancestrale, à notre culture ancestrale. Et notre culture ancestrale se repose comme base la femme. Donc la femme, c'est le pilier de la société. C'est elle qui est la génitrice de la société. Sans elle, il n'y a pas de société. Peut-être nos ancêtres, ils ont laissé donner une grande place. En fait, on ne l'a pas donné, mais c'est comme ça la femme elle est, et on l'a considérée comme cela, comme elle est, comme étant la génitrice, le pilier, la maman. Donc comme ça que la figure d'Isis, ça veut dire en fait la femme. Donc l'Isis, chez les Égyptiens, comme on dit, c'est Isis, c'est un peu partout dans nos sociétés. On dit chez nous, par exemple, dans ma société, chez les Bayanzi, Isis, c'est Osia. Et Osia, c'est la jeune fille qui est pubère, avant de se marier, la jeune fille prend le nom de Osia. Donc elle est déesse parce qu'elle va donner naissance. Donc bientôt, elle donne naissance. Elle devient déesse. Donc quand elle est encore enfant, mais dès qu'elle devient pubère, qu'elle peut donner naissance, donc qu'elle va maintenant constituer désormais la famille, mais elle est Osia, elle est déesse, elle est divine. Comme ça on appelle aussi maison. Elle est la maison. C'est elle qui constitue les clans. Sans elle, il n'y a pas de clan, sans elle, il n'y a pas de village, sans elle, il n'y a pas d'empire, il n'y a rien. C'est pour cela que la femme a vraiment la place la plus importante. Mais la femme sait qu'elle ne vit pas seule. C'est pour ça que la femme sait que l'homme a aussi sa place et qu'elle considère aussi l'homme. Parce que la considération, en fait, ce n'est pas l'homme qui donne la considération à la femme, c'est plutôt le contraire. C'est la femme qui donne la considération à l'homme, qu'elle prend comme son partenaire parce qu'elle sait qu'elle peut vivre. C'est comme ça que chez nos ancêtres, il y a une répartition, parce que souvent on dit que les hommes ne font rien. Ce n'est pas vrai. Il y a une répartition des tâches. Il y a des tâches qui sont les tâches des hommes, et des tâches qui sont les tâches des femmes. Et les hommes ne laissent jamais leurs femmes faire les tâches les plus dures. Les tâches les plus dures, c'est pour les hommes. Par exemple, faire des champs, construire des maisons, creuser des canaux, tout ça, c'est pour les hommes. Les femmes, c'est des travaux qui sont également à sa portée, notamment à les cultiver, à récolter, ce qui n'est pas tellement difficile par rapport à tout le reste. Donc c'est pour dire que c'est une société qui était organisée, qui était bâtie sur la femme, et on faisait tout pour... Parce que la femme, c'est la richesse. Quand il y a une femme au sein du clan, mais le clan peut subsister, le clan va vivre, parce que la femme va donner naissance aux enfants. Le clan va vivre. Mais sans la femme, c'est la catastrophe. Un clan sans femme, c'est une véritable malédiction. On va tout faire pour avoir une. Même s'il faudra alors mettre des grosses sommes pour aller chercher une femme, on sait où on la mettra, et on va parcourir des milliers de kilomètres pour aller chercher une femme, pas chez l'enfant. Vous voyez? Donc ça veut dire vraiment que la femme, elle est vraiment importante dans la société ancestrale. C'est vrai que quand les Européens sont arrivés, mais ils ont venu avec leur considération, parce que chez eux ici, à partir du 12e, 13e siècle, la femme a été laissée à son niveau le plus bas. La femme a été reléguée, a été même extraite de la société humaine. La société humaine était devenue une société sans femme. L'idéal de la personne humaine devenait le moine. Le moine, c'est celui qui n'a pas de femme, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de femme, qui n'a pas de maison, qui n'a voilà. Donc c'est l'homme qui est tout tourné, soi-disant, vers le spirituel. Donc, c'est ça qu'ils ont amené comme idéal de l'homme, et la femme, donc, dans cet ordre-là, dans cet ordre d'idée, la femme n'a pas de place. La femme n'existait pas. La femme, c'était... D'où les célibats consacrés, où les prêtres doivent vivre sans femme, et les femmes doivent ne pas s'approcher, etc. Donc, qui a amené tellement de désordre dans la société, avec ce que nous connaissons aujourd'hui comme phénomène de pédophilie, et qui est en train de détruire carrément la société. Donc, ils sont venus avec cela,
Et ils ont comme ça même mis la séparation entre les hommes et les femmes, ce qui n'existait pas chez nous. Chez nous, on ne veut pas de séparation, les gens vivent ensemble, mais la séparation homme-femme, quand on voit aujourd'hui, qui est tellement exacerbée, ça vient de cela, ça vient de là. Mais non pas de nos ancêtres, effectivement, sont venus, notamment avec l'éducation à part des femmes, l'éducation à part des hommes, les sœurs qui ont des femmes, et tout cela donc qui a amené tellement de changements qui ont fait que la femme a été déconsidérée, mais ce n'est pas dans notre culture, ça vient d'ailleurs. Voilà, ça vient d'ailleurs, cette culture où la femme n'est pas considérée. Donc nous, déjà, dès les débuts, on va dire, depuis nos ancêtres, ils considéraient la femme. Et comme aussi l'enfant portait le nom de la femme. Voilà, l'enfant, pas le nom de la femme comme tel, le nom du clan de la femme. Parce que la femme ne vit pas seule, la femme vit avec les autres. La femme et les femmes parce qu'il y a les clans. Donc le clan, c'est vraiment le protecteur. C'est-à-dire que quand l'enfant naît, les sages-femmes qui le font naître voient, remarquent comment elle est, quelle est sa physionomie, quelle est sa voix. Alors déjà, elle peut voir qu'elle ressemble à un tel dans le clan. Et c'est ce nom-là qu'on donnera. Généralement, c'est le nom d'un aïeul qu'on donne à l'enfant. Parce qu'effectivement, les enfants, ce sont les aïeux qui reviennent par les enfants. Nous avons le même ADN, nous sommes programmés pour continuer à vivre par les ADN que nous avons. Donc c'est comme ça que les noms se restent. En tout cas, ils ne donnent pas le nom du papa. Le papa, les enfants n'appartiennent pas à leur papa. Ça c'est clair. Dans la société ancestrale matrimoniale, les enfants n'appartiennent pas au papa. Les enfants ne sont pas héritiers du papa. Ils sont héritiers de leurs oncles maternels. Donc c'est comme ça. C'est bien que les biens de papa quand il en a, mais c'est pour ce neveu aussi donc, du côté de sa maman, et non pas pour ses enfants. Donc c'est ainsi qu'il faudra comprendre notre façon, notre système était celui-là. Et il a bien fonctionné pendant des millénaires. Ça n'a pas duré 2 ans ou 3 ans, ça a duré des millénaires. Et pendant des millénaires, les populations se sont succédées et ont donné la vie, ont organisé des États, ont organisé des sociétés, notamment l'Empire, enfin le grand empire, l'État américo-mondiaux, l'État météo, enfin, le Kama, donc l'Égypte ancienne, mais également d'autres grands empires, l'Empire Lunda, les empires Congo et tout ça, qui ont existé. Donc il ne faudrait pas que les gens croient que nos ancêtres n'ont rien fait, que ça n'avait pas d'effet. Non, non, ça a eu un effet, ça a construit une société, parce que c'était bien réfléchi. Nos ancêtres les ont bien réfléchi, ils ont une philosophie de vie qui a fait que la société était une société bien organisée et qui a fait ses preuves pendant des millénaires. Voilà. Voilà, nous arrivons à la fin, parce qu'à la fin de notre émission, comment pourrions-nous nous procurer ce livre? Ce livre se vend essentiellement sur Internet, donc sur le site d'Amazon. Donc vous allez sur le site d'Amazon, vous tapez croisade au pluriel de l'Europe christianisée contre l'Afrique ancestrale. Normalement, ce livre devrait apparaître. Et à ce moment-là, vous suivez les instructions qu'on donne jusqu'à payer, parce qu'il faudra avoir une carte de crédit pour acheter les livres ou d'autres livres sur Amazon avec les cartes de crédit qu'on achète. Sinon, ici à Bruxelles, on peut se l'acheter à la librairie Filigrane. Je pense que d'ici peu, il sera là aussi, il sera aussi à la librairie Tropisme. La librairie Filigrane, c'est sur l'avenue des Arts, tout près du métro Ariwa. Là, vous pouvez la voir aussi. Sinon, voilà, soit sur le site d'Amazon, mais sur le site d'Africa Avenir, vous pouvez la voir facilement. D'accord. Merci beaucoup, M. Abbé Pinipini, d'avoir accepté l'invitation. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Voilà, c'est vraiment un ouvrage vraiment à vous procurer. C'est réfléchi, c'est édifiant, c'est connaître l'histoire, d'où on vient
Et il y a une chose aussi qui m'a tellement touchée ici. L'abbé a écrit qu'il a lu plus de 300 livres pour pouvoir écrire ce livre. Donc, il y a eu des recherches qui ont été faites. Vraiment, procurons-nous ce livre. Même les parents, ils peuvent se procurer le livre et aussi expliquer aux enfants. Parce qu'il y a des termes et tout qui sont écrits qui est peut-être un peu difficile à comprendre pour les enfants. C'est vraiment une bénédiction, une ouverture d'esprit aussi pour les enfants et une bonne connaissance. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci bien, vous étiez bien avec Benacap's. Au revoir. Bonjour, vous êtes bien chez Benacap's. Benacap's est là pour vous.